Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'OM Talking Geneva. C'est un plaisir que de vous retrouver comme chaque semaine pour parler de l'actualité de notre club, l'Olympique de Marseille. Nous allons bien sûr revenir sur le dernier match, vous présenter nos coups de gueule comme à chaque semaine. Et pour ça, quoi de mieux que l'équipe du OM Talking Geneva, l'équipe magique ce soir qui est avec moi. Flo, Raph, Nathalie et Richard sont là. Salut à vous tous. Salut. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour nous faire vivre vos débats comme à chaque fois les plus passionnants. Et ce soir, nous avons la chance d'être avec un analyste et conseiller sportif, mais avant tout un grand supporter de l'Olympique de Marseille qui va nous amener toute sa lumière et son analyse sur le jeu de l'OM, sur ce qu'il a pensé des derniers matchs notamment. Nous avons la chance d'être avec Florian ce soir. Salut à toi, Florian. Salut à tous. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Avec plaisir. On est très heureux de te recevoir. On va rappeler à nos auditeurs, donc, comme je disais, que tu es conseiller analyste sportif, que tu es connu sur Instagram et Snapchat sous le nom de FLO Prono, que tu proposes des paris en football, NBA et tennis notamment. C'est ça. C'est bien moi. Ok, merci à toi. On va tout de suite voir le programme de cette émission. Donc, on va commencer avec toi, Flo, avec le match de la semaine. Après le match à Nantes, un partout, que peut-on attendre de l'Olympico? En deuxième partie, le verdict de Raph. Faut-il déjà commencer à préparer la saison prochaine? En troisième partie, pourquoi tu me marronnes? Richard, cette semaine, il nous dira son mécontentement. Le top et le flop avec Nathalie, le jeu des pronos sur l'Olympico, comme je vous disais, dimanche soir à 21h. Le dossier de la semaine, y a-t-il un profil d'entraîneur selon l'origine? Nous verrons l'historique des entraîneurs de l'OM sur les 30 dernières années. Et en dernière partie, les questions du jour, les questions pour notre invité du jour. À toi, Florian. Allez, on commence tout de suite avec le match de la semaine avec toi, Flo. On va revenir donc sur ce match nul obtenu à la Beaujoire, un but partout. Déjà, pour commencer, je voudrais avoir tout simplement ton avis sur le match. Est-ce que tu penses que l'OM a maîtrisé dans l'ensemble ce match ou pas? Le match il était ennuyeux. Faut qu'on se dise les choses. J'avais l'impression de revenir sur le match face à Strasbourg quand Sanson il avait marqué à la dernière minute. C'était quasi le même match, j'avais l'impression. Franchement, voilà. Match maîtrisé, ok. 66% de possession. Bon, je pense que c'est un peu négligeable, on va dire. Parce que la possession, c'était surtout entre Camara, Gay et les défenseurs. Ça faisait un petit tournus de passes, tout ça. Il y a peut-être 598 passes, mais c'était pas fameux, quoi. C'était pas ouf, on va dire. L'OM en ce moment, quoi. L'OM en ce moment, moi j'ai envie de te dire que c'était un nul au bout de l'ennui. Je vais demander à Florian ce qu'il a pensé un peu de ce match. Est-ce qu'un analyste s'est ennuyé devant ce match, tout simplement? Tout à fait. C'était pas très passionnant. Après, moi, ce que j'ai juste retenu de ce match-là, c'est que j'ai trouvé que les Phocéens, ils ont démontré une force un peu de caractère parce qu'avec la conjoncture actuelle, ils évoluent sous une forme de pression. Je sais pas, ils sont menés au score. Ils ne sont pas rendus la vie très, très facile durant ce match-là et ils ont été, je sais pas, ils ont réussi à relever la tête et monter un état d'esprit conquérant. J'ai trouvé ça, enfin, j'ai réussi à ressortir ça. Pour moi, c'est le positif de ce match-là, en fait. Alors, du positif, mais Flo, il y a peut-être un peu de négatif en attaque. La semaine dernière, on a un peu vanté l'attaque avec un trio inédit, on en parlait. Là, on parlerait plutôt d'un problème en attaque et d'une mauvaise efficacité, une inefficacité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a eu 7 tirs, 3 cadrés. Bon, on est un peu plus efficace, on cadre un peu plus, mais faut la mettre au fond, quoi. Et on manque de réalisme. C'est pas possible qu'on mette un seul but. En plus, le but qu'on met, celui de Payet, c'est pas le plus facile à mettre, quoi. Enfin, je comprends pas. Il faut vraiment qu'on s'améliore au niveau de l'attaque, au niveau des buteurs. Faut se rendre compte que notre meilleur buteur, il a moins de 10 buts cette saison, alors on a dépassé la mi-saison, quoi. C'est pas normal. Ouais, c'est très faible, moins de 10 buts. Alors, Richard, Je veux rebondir parce que, bon, on n'en est qu'avec cette nouvelle attaque avec Enrique, Kawi, etc. On n'en est qu'au deuxième match. Et sur les deux matchs,
il y a quand même matière à dire que il y a des encouragements, puisque le match d'avant, il faut se rappeler ce qu'il a fait Enrique, et c'est donc qu'il est capable de faire de belles choses. Kawi, maintenant, on sait qu'il est capable de faire aussi de belles choses. Et je pense qu'il faut voir ce trio d'attaque, notamment avec Milic, ou un 4-4-2 avec Enrique, Kawi, et je voudrais voir Benedetto associé à Milic. Je pense que ça peut être intéressant de voir comment ça évolue. Mais il y a quand même matière à se dire, par rapport aux deux matchs, là, ils ont égalisé. Le match d'avant, ils ont eu une belle victoire. Et il y a eu des actions qui sont quand même intéressantes de la part d'Enrique et de Kawi. Donc, avec bien sûr Payet en numéro 10, où c'est beaucoup mieux. Donc là, bon, on peut ne pas être satisfait, mais aussi avoir des motifs d'encouragement. Oui, enfin, moi, je tiens juste à dire aussi que les seuls motifs d'encouragement que tu c'est un ou deux joueurs, Enrique, qui est capable de faire quelque chose de bien. On a des choses qui se confirment. Camara et Gay, c'est très bon. Mais il n'y a que ça. Le reste de l'équipe, c'est quand même très faible à côté. Alors, Raoui fait un excellent match face à Nice, je suis le premier à le dire. Là, il a eu un peu plus de mal face à un bloc qui était plus compact. Moi, je vois pas non plus une grosse amélioration. Certes, il y a eu une réduction du score, mais en face, c'était Nantes, quoi. Nantes qui a enchaîné 7 défaites, bon, une victoire depuis que Comboiré est là, mais enfin, c'était Nantes, quoi. C'était pas non plus le gros match. Ok, merci à toi, Raph. Alors, on va demander à Florian ce qu'il a pensé aussi du potentiel offensif devant. Est-ce que pour toi, ils t'ont quand même donné satisfaction? La semaine dernière, dans notre émission, on vantait un peu ce trio offensif avec Enrique, Raoui, Payet notamment. Et le petit Dieng, donc là c'est un quatuor, est-ce que ils t'ont donné satisfaction ou tu penses qu'il y a encore pas mal de lacunes? Je pense que c'est encore nouveau ce système. Je reviens par rapport à ce qu'a dit Richard. Je pense que de les voir associés après, un peu plus tard dans la saison, peut-être face à Lyon ou encore dans d'autres matchs, probablement il y aura de l'amélioration, des automatismes qui vont se mettre en place. Mais pour l'instant, ce n'était pas vraiment flamboyant. C'était pas flamboyant. Richard parlait de l'arrivée, du retour plutôt de Milik. Est-ce que tu penses qu'avec l'apport de Milik, plus Payet et peut-être le petit Enrique, on pourrait trouver un juste mélange, un équilibre plutôt intéressant? Ouais, totalement. Il y a possibilité de faire une association. Après, je ne sais pas comment ça va réussir à se mettre en place. Après, il y aura Thauvin également. Je ne sais pas comment tout ça va réussir à se mettre en place, mais je pense qu'il y a un potentiel offensif dans cette équipe-là. Après, je pense aussi qu'il y a peut-être un manque de confiance. On a dit la conjoncture qui ne met pas aussi dans des meilleures conditions, mais je pense qu'il y a un potentiel offensif. Ok. Alors, on va revenir avec toi, Flo, sur un fait de match donc, qui est arrivé en fin de match, qui n'a pas vraiment porté préjudice au score final. C'est ce carton rouge de Sakai. Alors, je vais déjà demander à Florian, est-ce que tu as vu, Florian, le nombre de matchs que Sakai a pris du coup par rapport à ce carton rouge? Non, du tout. Tu ne l'as pas vu, alors Flo a la réponse, il va nous la donner. Exactement, exactement. Alors, Sakai, il a pris 2 matchs de suspension sans sursis. Ok, est-ce que tu trouves que déjà par rapport à la sanction et le geste, c'est plutôt mérité ou c'est plutôt scandaleux? Non, ça. Excusez-moi. Vas-y, Non, vas-y. Vas-y. désolé, non, je pense pas que c'est pas scandaleux. Il a pris un rouge de match de suspension. Je pense que ça les vaut amplement. Oui, il a fait un pied quand même un peu haut. Flo, c'est aussi ton avis? Bah ouais, moi je suis du même avis que Florian. Je pense que il est mérité. Après, c'était juste pas le geste à faire, quoi. C'était la dernière minute, tu fais pas ce geste-là. Le pied, il est quand même super haut, hein. Il touche peut-être pas, mais ça peut faire mal, quoi. Je pense que les 2 matchs sont mérités. Après, j'aurais peut-être plus mis un match de suspension et un sursis, quoi. Ça peut faire mal, c'est un pied qui est un peu, n'est-ce pas, Raph? Oui, tout à fait. Je suis aussi d'accord avec Flo. La sanction est peut-être un peu trop exagérée. Mais quand on regarde le contexte marseillais, le nombre de cartons rouges qu'on prend, déjà rien que le nombre de cartons jaunes, j'ai pas exactement les chiffres, mais par match, c'est énorme. Et le nombre de cartons rouges, c'est un des plus élevés en Europe. Je pense que les joueurs, il faut aussi qu'ils se remettent en question. On ne peut pas toujours dire ah, mais les arbitres, ils nous sanctionnent. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils se remettent en question sur leur engagement dans le jeu. C'est bien de s'engager, mais après, il faut le faire intelligemment. C'est intéressant ce que tu dis, Raph, se remettre en question.
je vais demander l'avis à Florian parce que Sakai, on trouve que c'est quand même un joueur qui a une certaine fatigue physique et mentale depuis un certain nombre de temps. Est-ce que tu penses qu'un geste comme il a fait, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait la saison dernière quand il était peut-être dans des meilleures conditions? Probablement. Probablement. Là, ils sont sous une forme de pression. Ça peut également jouer mentalement au niveau de l'agressivité, de l'envie. Après, moi, Sakai, je le trouve, enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, au niveau des tops et des flops, mais moi, je le trouve très en dessous depuis un certain temps. Je le trouve moins serein dans ses prises de balles et peut-être qu'il a voulu montrer son engagement et bon, c'était mal, enfin, c'était pas au bon moment, c'était pas opportun de le faire maintenant, quoi. Surtout que là, Marseille reprenait un peu une domination sur Nantes. C'était pas c'était pas la bonne faute. Surtout à la 93e, je crois. Oui. C'est peut-être aussi un geste de fatigue de la part de Hiroki Sakai. Alors, Flo, tu vas nous faire une petite note d'humour avec le fun fact du match et ce contrôle pardon, un peu imaginaire de Valère Germain. Alors ouais, c'est quelque chose qui a beaucoup fait rire sur les réseaux à la fin du match. C'est sur le centre de Nagatomo et le but de Payet. Germain, il a fait un contrôle. Bon, bah, on se demande comment, on se demande pourquoi. Parce que le ballon, il était déjà dans le but, quoi. Donc, c'est Germain, quoi. C'est un peu le bouc émissaire, mais des fois, c'est un peu drôle quand même. Bon, on va espérer que s'il nous fait le même dimanche soir, Valère Germain, mais en la mettant dans le but, on ne va pas lui en vouloir. Donc ça m'amène à vous parler de l'Olympico. Donc dimanche soir, gros match. Hein, c'est toujours un match très attendu par les supporters, par les deux clubs également. Il y a quand même une certaine rivalité sportive. Donc Flo, pour toi, l'Olympico, un sursaut d'orgueil. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce match, tu penses? Franchement, je sais pas s'il faut le gagner, mais au moins, il faut faire une bonne prestation. Euh, un nul, franchement, un nul, ça nous suffirait au vu du contexte déjà. C'est super difficile. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, faut au moins un nul. Une victoire, ça serait vraiment le Graal, on va dire. Mais en même temps, on se doit de gagner face à Lyon, quoi. C'est un Olympico, c'est comme une finale finalement. Ça se perd pas, ça se gagne. Il n'y a pas de nul. C'est la victoire ou rien. Et je pense que voilà. Surtout qu'on on veut remonter au classement. Donc voilà, faut gagner, faut gagner. Pour moi, faut gagner. Faut gagner la victoire au rien, Florian. La victoire ou rien, oui. Après, un match nul serait pas mauvais, étant donné la forme actuelle de Lyon. Après, effectivement, une victoire serait quelque chose de bienvenu, sachant que, comme l'a dit Flo, ça reste l'Olympique Lyonnais, donc c'est sous une forme de finale. Donc je pense que les joueurs seront un peu plus motivés et seront peut-être plus aptes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on va quand même rappeler, Lyon est quand même en course pour le titre avec Lille et le PSG, donc c'est un adversaire qui sur le papier est peut-être plus fort que nous, faut l'admettre. Et on aura quand même fort à faire face à cette équipe. Ouais, totalement. Moi, l'attaque de Lyon me fait peur un peu face à cette défense un peu fragile et permissible de l'OM. Après, il y aura des changements. Sakai ne sera pas là parce que Lirola va prendre sa place, que je trouve à mon sens bien meilleur que Sakai. Après, à voir quelle composition Nasser va mettre en place. Mais moi, j'attends une mobilisation des joueurs marseillais. Alors, oui, Flo. En tout cas, on est sûr qu'il n'y aura pas Mavi dans la composition, vu qu'il est blessé. Ça sera forcément Nagatomo, quoi. Malheureusement. Ok, allez, on va passer à la deuxième partie de cette émission. On va être avec toi, Raph, qui va nous donner ton verdict de la semaine. Faut-il commencer déjà à préparer la saison prochaine déjà? Bah écoute, là, j'en suis à un point où même ce week-end, je pense que vu la forme de Lyon et notre forme du côté de l'OM, c'est très compliqué d'arracher un résultat. Et cette saison, je pense elle est un peu perdue. Tu vois, on est quand même assez loin. On est à exactement allez, 14 points du quatrième qui est Monaco. Euh, et Monaco qui joue un peu le titre aussi, puisqu'ils sont revenus la semaine dernière dans la course en battant le PSG. Voilà, moi je pense que cette année, il faut viser la 5e place et voilà, l'arrivée d'un nouveau coach pourra peut-être amener
quelque chose pour préparer la saison prochaine. Ok. Florian, tu préparerais déjà la saison prochaine actuellement si... Ouais, totalement, totalement. Cette saison-là, comme il a très bien dit, reste un peu pour moi une saison un peu perdue. Donc si on arrive à atteindre la 5e, la 6e place, ça serait quelque chose de plutôt pas mal, même une très belle opération au vu des prestations. Et là, ouais, il faudrait commencer avec l'avenue du nouvel entraîneur, commencer à établir la saison prochaine. Alors, l'avenue du nouvel entraîneur, justement, j'allais y venir. Donc, Raph, l'avenue de Sampaoli. Donc, s'il arrive prochainement, vient-il pour jouer quelque chose ici pour cette saison déjà, cette fin Bah, de saison? écoute, connaissant un peu le personnage, je pense qu'il va quand même tenter de se challenger, de jouer la 5e place, parce que honnêtement, on est trop loin du quatuor. Mais je pense que, un peu comme a pu le faire Zidane il y a quelques saisons, il y a 2, 3 saisons, quand il était parti du Real, mais qu'après il est revenu en cours de saison, il n'avait pas voulu revenir à la fin de saison, mais plutôt en milieu de saison. Et je pense que Sampaoli est un peu dans ce même schéma-là, pardon. Il va pouvoir essayer sur 10 matchs ses joueurs, voir les points faibles et les points forts. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est beaucoup plus constructif de faire ça, à mon avis, parce que Sampaoli, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les vidéos, mais la vidéo, bah, tu peux faire dire n'importe quoi à la vidéo et puis ça ne montre pas comment les joueurs s'entraînent. Donc là, il y a un vrai développement, il y a une vraie progression qui peut être amenée en vue de préparer la prochaine saison. Donc, pour toi, Sampaoli, il vient maintenant, on va dire au mois de mars, pour préparer la saison prochaine Ah, concrètement. bah, clairement, il est là pour déjà s'adapter au contexte marseillais. Déjà, on a vu qu'il cherche aussi un interprète, donc ça montre qu'il cherche vraiment à s'intégrer pleinement à Marseille. Je pense qu'il va préparer son effectif. Il va pouvoir voir déjà s'adapter au championnat de France, qui est très différent de ceux qu'il a pu connaître, même en Europe. Donc, pour moi, c'est tout bénef pour tout le monde. Parce que ça va permettre de dire à certains joueurs, peut-être qui sont en fin de contrat, bah, Sampaoli, peut-être qu'ils ne comptent pas sur eux. Donc, pourquoi les faire jouer? Moi, je veux voir les jeunes qui potentiellement vont m'intéresser l'année prochaine. Donc, je pense que ça va remuer un petit peu. Ça peut donner un petit élan pour la fin de saison, c'est sûr. Mais pour la saison prochaine, moi, je pense que ça peut être que de bon augure. Richard, donne-nous ton avis, s'il te plaît. Tout simplement, les gars, il faut que vous pensiez que il faut penser d'abord à cette année. Ne pas se qualifier pour au moins la Ligue Europa. Et vous savez que pour nous, à la limite, elle est plus intéressante que la Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, on n'est pas capable de faire un seul résultat. Donc en Ligue Europa, rappelez-vous qu'une année avec Garcia, qui pourtant a fait une année vraiment quasi pourrie dans ses choix, on finit en Ligue des Champions. On finit en finale, pardon. Et donc, à partir de là, il faut quand même penser à essayer de finir au moins 5e avant de préparer la saison prochaine. On a le potentiel pour ça. Donc, c'est une erreur de penser à l'année prochaine alors qu'on doit bien finir cette année. On a encore la possibilité. Il faut absolument que les joueurs se mobilisent pour finir au moins en Ligue Europa. Au moins. Alors, mobilisation des joueurs pour Richard. Raph, tu voulais rajouter? Ben oui, j'ai envie de rebondir un peu sur sur ce que tu viens de dire, Richard, parce que tu nous parles de l'épopée 2018, mais rappelle-toi, c'est quand McCourt vient d'arriver, c'est sa 2e saison, donc il y a eu un recrutement qui a été fait, il y a quand même des joueurs qui sont là depuis un petit moment. Quant à ça, bah, Payet, bah, il a 2, 3 ans de moins. Thauvin, bah, il ne revient pas de blessure. Tu as 2 attaquants, Germain et Mitroglou, qui, mine de rien, ont mis quand même 18 buts cette saison-là chacun. Tu as une défense qui tourne assez bien, Mandanda qui est au taquet. Il y avait un autre contexte. Alors certes, Oui, on mais va en finale, mais voilà, l'année prochaine, je pense que tu ne peux pas le préparer comme ça. Et si tu vas en Ligue Europa, tu risques encore une humiliation avec un effectif pas ouf. Alors, on va demander l'avis de Florian. Est-ce que pour toi, Florian, Sampaoli arriverait fin février, début mars, également dans un but de préparer la saison prochaine, tout simplement? Moi, je pense que c'est pour une préparation de la saison prochaine, pour être dans les meilleures conditions en début de saison prochaine. Parce que bah, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'a dit Richard, parce que je ne pense pas que cette saison elle soit. Enfin, l'effectif, le groupe, effectivement, comme disait, je ne me rappelle plus le précédent
C'était Florent, non? Bref, j'étais d'accord avec son analyse du fait que l'équipe, elle est vieillissante. Mandanda, il est moins bon cette année. Sakai, il est moins percutant. On est une attaque, un trio offensif qui met moins de buts. Notre meilleur buteur, il a mis maximum 10 buts. Donc, je ne pense pas que d'aller en Ligue Europa, ça soit judicieux. Et je ne pense pas que l'effectif soit de qualité pour atteindre cette 6e place cette année. Ok, merci. Allez, un dernier point, Richard, après on continue. Oui, mais vous oubliez les jeunes. Bon, c'est vrai que j'ai regretté qu'on fasse partir Radonjic, mais il y a Enrique qui pointe son nez. Il y a quand même des jeunes qui sont autour de Payet et peut-être que si Thauvin part, il va être remplacé par un jeune. Donc, vous ne savez pas ce qu'on va avoir l'année prochaine. Vous ne savez pas. On a quand même une équipe qui, si elle est mobilisée, je pense qu'elle peut faire quelque chose. Il faut juste qu'elle reprenne confiance. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, c'est une équipe qui gagnait tous ses matchs. Payet, repositionné en 10, même avec 3 ans de plus, il fait quand même des meilleures choses. Donc, voilà. On a des possibilités. Maintenant, c'est sûr qu'il faut réglementer tout ça. Alors, je te promets, Richard, que pour ton anniversaire, on t'offrira le maillot de Radonjic. Il n'y a pas de souci. J'espère bien. On va finir avec toi, Raph. Tout simplement, je voudrais avoir ton verdict final. Est-ce que pour toi, la venue de Sampaoli maintenant, c'est le bon timing? Alors, moi, vous me connaissez, donc depuis quelques émissions, je milite pour l'arrivée de Sampaoli parce que c'est quand même un personnage. Pour moi, il faut qu'il arrive maintenant parce que je vois Richard qui commence à s'exciter. On pourrait débattre pendant des heures, je le connais. Mais voilà, pour moi, c'est le bon moment parce qu'il peut mettre ce fameux levier, le dernier levier peut-être de la saison pour finir correctement la saison et pour préparer l'année prochaine. Parce que moi, pour moi, je suis dans la tête des dirigeants. Je me dis, bon, bah, écoutez, cette année, on fait table rase et on recommence tout l'année prochaine. Ok. Florian, Sampaoli maintenant, c'est le bon timing. C'est également la bonne personne, tu penses? Le bon timing, probablement. La bonne personne, j'aurais peut-être pas choisi cet entraîneur-là. Ça reste entre guillemets un disciple de Bielsa pour moi. Je pense qu'il y a d'autres entraîneurs qui auraient pu être essayés, qui ont une philosophie de jeu qui aurait pu coller à Marseille. Après, lui, ça reste un entraîneur, on connaît de son parler. Voilà, il a une certaine grinta, ce qui peut être pas mal à Marseille. Mais je pense qu'il y a d'autres entraîneurs auparavant qui n'avaient pas cette grinta et qui ont réussi leur passage à l'OM et qui ont apporté des moments d'émotion à nos supporters, à nous, qui étaient aussi plutôt pas mal. Donc, je ne sais pas si Sampaoli est le bon entraîneur. Je pense que l'avenir nous le dira. Mais qu'il arrive maintenant, effectivement, ça peut être un bon levier pour cette équipe-là. Ok, très bien. Tu nous parles d'autres entraîneurs, c'est très bien parce qu'on va en parler d'un autre entraîneur avec Richard. On va lui demander encore pourquoi cette semaine il marronne, et je pense qu'il marronne parce que tout simplement il va nous parler de Nasser Largué. Je marronne et je suis le Richard content aussi en même temps cette semaine parce que je suis satisfait du travail de Nasser Largué. Et donc je me demande pourquoi, je ne vais pas trop vous embêter avec Sampaoli parce que sinon je vais m'étendre, mais je me demande pourquoi on veut le remplacer par Sampaoli, qui pour moi a fait des erreurs en Coupe du Monde, et je vous le répète une nouvelle fois, qui sont des plus désagréables en ne mettant pas Agüero et Dybala en trio avec Messi et perdre contre la France, pour moi, à cause de ça. Nasser Largué, aujourd'hui, il te fait, sur les 2 ou 3 derniers matchs, comme on disait tout à l'heure, c'est lui qui a osé mettre les joueurs que refusait d'aligner AVB, c'est-à-dire Enrique, Kawi, qui, depuis 2 matchs, font quelque chose qui n'est pas si mal, notamment pas le dernier match contre Nantes, mais celui d'avant. Donc, enfin, il refait les 4-2-3-1 qu'on attend ou les 4-4-2, alors que AVB s'entêtait à faire des 4-3-3 avec un Payet à gauche. Il a enfin changé ça. Et donc, en lieu et place du 4-3-3, d'AVB qui était pourri parce qu'il n'y avait pas les ailiers. Aujourd'hui, Nasser, il s'est adapté au jeu qu'on doit avoir. Donc, ça va un petit peu mieux. Et c'est grâce à lui. Moi, il a un diplôme d'entraîneur. Je le laisse en place quand je joue parce qu'il le mérite. Richard, si Radonjic était là, Nasser l'aurait titularisé, c'est sûr. En tout cas, moi, oui. Lui, je ne sais pas, mais moi, oui. Je l'aurais titularisé, mais j'aurais travaillé sur son mental parce qu'il faut qu'il s'arrête d'être fou, ça c'est sûr.
Hein, je suis pas demeuré, je ne suis pas complètement aveugle. Je sais très bien. Mais ce garçon, si on travaille sur son mental, ben voilà. Allez, Raph, on t'écoute. Moi, j'ai juste envie de te questionner, Richard. Tu me dis, Larguet, Oui, il perd plus. Enfin, ça, tu as pu me le dire plein de fois. Mais d'un autre il a côté, il fait deux gagne pas non matchs. plus. Il gagne pas non plus. Enfin, il a gagné Auxerre et Nice. Alors, tu vas me dire, oui, mais bon, il a gagné Il, plus que VB. Mais voilà, il est sur le banc moi, je depuis combien l'adore, de matchs, Larguet. Raph? Raph, il est sur Hein? le banc depuis combien de matchs? Ah bah quand même, depuis quelques matchs, quand même, depuis 5-6 Ça fait matchs. trois Donc, matchs. Trois non, pas matchs. 3. Non, il a fait plus, hein. Non, plus, plus. Il a fait Bon, plus. mais ça fait rien. Ça fait trois matchs qu'on perd plus. Voilà, donc, et c'est lui qui est sur le banc. Donc, laisse-lui encore 2 ou 3 matchs pour voir ce il est capable de faire. Si ça se trouve, l'autre, il va arriver, il va te foutre un wipe pas possible. Et pour moi, il n'est pas adapté. Quand on se fait commander par Messi dans une équipe d'Argentine en pleine Coupe du Monde, pour moi, on n'est pas un bon entraîneur. Oui, mais Car là, tu pars dans d'autres débats, Richard, c'est pas pareil. Là, tu parles d'influence de Allez, Messi, c'est pas alors, pareil. voilà, alors, Nasser, il s'est fait commander par personne. Il t'a Mais mis oui, mais on Tovin n'a sur pas le Messi à banc. l'OM. Ben voilà, voilà. Moi, malheureusement, je te parle de Nasser en comparaison de Sampaoli, parce qu'on veut mettre Sampaoli à sa place. Mais Sampaoli va faire quoi? Il va dire quoi? Il va faire quoi face à un Payet qui lui dit tu es fou parce qu'il le met sur un banc en marquant un but? alors, Ça a fait partir AVB déjà. Donc, malheureusement, Nasser, il est malheureusement, calme et serein. Laissez-le travailler. Laissez-le ah, travailler. alors malheureusement, comme tu as dit, on n'a pas Messi à l'OM, mais Florian, est-ce que tu penses qu'on aurait pu pousser un peu l'intérim de Nasser Largué quelque temps, qu'il a quand même amené un peu de sérénité dans cette équipe? Est-ce que tu penses qu'on aurait pu attendre tout simplement la fin de saison, voir ce qui se passait, voir où il aurait amené cette équipe, pour peut-être chercher tranquillement, prendre le temps de chercher un entraîneur également? Bah ça reste subjectif en fait. On l'aurait laissé s'exprimer un peu plus. Ça se trouve, il y aurait des bons résultats comme des très mauvais. Je pense que déjà de relever l'intérim dans ce groupe qui était difficile à gérer, c'est plutôt bien de sa part. Ça reste un point positif. Il a amené de la jeunesse, il a ramené certains joueurs, il a fait rentrer Enrique qui était un peu sur le banc, qui est signalé comme un très très bon joueur. Donc ça reste plutôt pas mal, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire une transition avec Sampaoli. Effectivement, Sampaoli, il peut être géré par Messi, mais bon, il y a plein d'autres entraîneurs qui ont été sous la cheftaine sous le chef de Messi. Donc ça veut dire que tous ces entraîneurs sont mauvais. On peut pas, parce que Sampaoli a été géré par plusieurs entraîneurs, par Messi ou d'autres joueurs, on ne peut pas dire que tous les autres entraîneurs qui ont subi la pression de Messi ont été des mauvais entraîneurs. Je pense pas on peut résumer ces choses-là. Zidane, il a amené sa patte, il a géré plein d'entraîneurs par son Zidane, tu ne le commanderas pas. donc, Personne ne le commandera. mais on ne peut pas dire que dans ce cas-là, les entraîneurs qui sont un peu influencés par des joueurs sont des mauvais entraîneurs. Sampaoli, on ne sait pas trop ce qu'il fait, ce qu'il va amener. Il a une certaine grinta. Il a un peu une façon de diriger un peu à la Bielsa. Bielsa, ça a fait du bien. Il y a d'autres entraîneurs qui ont fait du bien à Marseille. Après, Nasser, ça fait 3 ans ou 3-4 ans qu'il est au club. C'est pas non plus énorme. Il n'a jamais eu l'habitude de gérer des effectifs comme ça. Il n'a même pas de diplôme d'entraîneur. Donc, je pense que d'assurer cet intérim et cette transition, c'est bien. Mais je pense qu'il faut vraiment un entraîneur qui arrive à resserrer les vis et qui arrive à avoir une certaine, je sais pas, à s'imposer par rapport à ce vestiaire. Ok, merci à toi. On va passer au top et au flop donc, du match contre Nantes. Avec toi, Nathalie. Je te parle des top et des flops. Bon, après avoir vu le match, première mi-temps catastrophique, la deuxième, on va dire un peu mieux. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Pratiquement la même chose. Je me suis ennuyé tout le match. Alors, mon top, mon flop, si tu veux le connaître, je vais te donner mon flop. Pour moi, c'est Sakai. Voilà, Sakai. Et je dirais mon top, allez, je donnerais Camara. Et pourquoi? Parce que Camara est toujours présent, toujours au rendez-vous, toujours solide. Et puis, Sakai est sur une pente descendante depuis quelques semaines. Et puis, je pense que son carton rouge est symbolique de
de sa fatigue physique et mentale qu'il a depuis plusieurs mois. Richard, je vois que tu meurs d'envie de pleurer, de parler. Ben moi, c'est cette défense. Si on ne prend pas ce premier but et qu'après, on marque nous, on gagne 1-0, puisque celui qui a le plus de buts est celui qui est victorieux à la fin d'un match de foot. Voilà, donc là, moi, c'est pas contre un joueur en particulier que j'en ai. Encore que, bon, en ce moment, Mandanda, voilà, c'est lui que je pointerai un peu du doigt parce que il est tellement excellent qu'en faisant des bourdes importantes en ce moment, il nous pénalise et c'est dommage, quoi. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le pointer du doigt parce que c'est tellement un grand professionnel et un grand gardien que bon, il faut accepter ses erreurs, mais c'était pas le bon moment pour ses erreurs, quoi. Voilà. Alors, je dirais d'un point de vue général, je ne sais pas si c'est Alvaro d'habitude, il a l'habitude de bien gérer sa défense, mais là, en ce moment, je trouve qu'il y a un relâchement. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aurais mis le petit Perrin à côté d'Alvaro, parce que il en veut beaucoup et ça ne va pas avec la défense. Florent? Bah écoute, moi, mon top, je dirais Nagatomo, pas parce que ça a été le meilleur joueur du match, mais plutôt parce qu'il faut le féliciter. On n'arrête pas de le critiquer, tout ça, parce que il joue mal, tout ça. Bon, là, il a fait une passe décisive pour Payet, qui est l'autre bon joueur du match. Mais voilà, c'était plus pour le féliciter. Maintenant, mon flop, Mandanda, parce que même si à son âge, 33, 34 ans, je crois, un truc dans le genre, tu dois quand même rester lucide. Si tu vois que tu peux pas attraper le ballon, bah, tu le laisses. Enfin, je sais pas. Pour moi, Mandanda, il n'a pas été super bon sur ce match-là, et même face à Nice, finalement. Donc, ça fait 2 matchs où il n'est pas bon. Pour moi, ça mérite un flop, quoi. D'accord. Il nous manque Raph et ou Rafi. J'ai perdu Rafi. Moi, je suis là. Non, moi, flop, bah ouais, ça m'embête de le dire parce que c'est un joueur que j'aime bien, c'est Sakai, mais je pense que ce carton rouge va lui faire beaucoup plus mal et je pense que tristement, c'est un des derniers matchs qu'on verra de Sakai, à l'OM en tout cas. Je lui souhaite de continuer sa carrière, mais avec l'Irola qui va arriver en force, à mon avis, ça va être très compliqué pour lui de revenir dans le 11 et puis de s'imposer l'année prochaine. Mandanda, je ne taperai pas trop dessus parce que le poste de gardien, c'est un poste qui est très difficile pour être noté comme les autres. Donc voilà, parce que tu as plein de facteurs. Tu sais que quand tu fais une bourde, tu n'as personne derrière toi. Donc voilà. Et Mandanda, quand il reçoit un ballon en retrait comme ça, en plus, c'est là où on est un peu méchant de dire ça, c'est parce que c'est pas un ballon qui est à terre. C'est un ballon qui est avec un rebond, donc c'est compliqué pour le gardien de le gérer. Donc, je ne taperai pas forcément sur Mandanda, mais bon, enfin, sur l'équipe, ouais, y a pas... moi, je ne ressors pas de top. Et donc, on va demander à notre invité, à Florian, parce que lui, il en a pensé de ce match, en fait. Alors, ce match, tout à l'heure, j'ai un peu expliqué qu'il était très plat, pas trop de relief. Après, pour exprimer mes flops et mes tops, en flop, je trouve que ça a été trop facile de parler de Mandanda, de dire que c'était un flop. Je pense qu'Alvaro, déjà, il lui met une mauvaise passe. Après la passe d'Alvaro, je pense, bon, Mandanda, effectivement, il fait une bourde, mais au vu des saisons précédentes, et même si là, cette saison, il est un peu en dessous, je trouve de taper sur Mandanda, ça reste un peu facile. Moi, effectivement, mon flop aurait été Sakai. Je le trouve plein de bonnes intentions, mais je le trouve moins serein. Techniquement, je le trouve en dessous, mais vraiment de tout. Et effectivement, je pense que l'Irola, du fait de sa capacité à se projeter vers l'avant, de ses centres qui sont bien plus précis que Sakai, je pense qu'il aurait apporté une meilleure offensive et une meilleure défense également. Mais vraiment, Sakai pour moi reste mon flop. Et après, au niveau des tops, on pourrait mettre Payet parce que bon, il s'est dégagé de ce match-là en marquant un but. Mais vraiment, il n'y a pas vraiment de joueurs qui se sont dégagés de ce match-là. Ok, Nathalie, toi, du coup, ton top et ton flop. Je te dirais juste que Mandanda, en fin de compte, il n'est pas tout seul, d'accord, il prend le but, mais si tu regardes bien, il n'y a pas de défense, il n'y a rien, il est tout seul, le pauvre. Alvaro lui fait une mauvaise passe, il sort pour attraper le ballon, tu n'as pas de défense, tu n'as personne à côté pour l'aider. La défense n'était pas là, donc il a pris le but, mais bon, je pense que c'est une responsabilité de tout le monde, là, pour le coup. Et du coup, ton top et ton flop, alors? Écoute, moi, c'était un match qui était très mou. Donc, du coup, je me suis un peu endormie. Donc, c'était plutôt un flop général. Un flop général. Eh ben, ça nous dit.
Ça nous ira alors, hein, le flop général. On va passer au jeu des pronos. Donc, l'Olympico dimanche soir à 21h. On va rappeler avec Flo un peu l'historique déjà des confrontations dans un premier temps. Ouais, du coup, sur les 5 dernières rencontres, il y a 3 défaites, une victoire et un nul. La victoire, c'est le 2-1 au Vélodrome l'année dernière. Le nul, c'est celui qui s'est passé au Parc OL cette saison. En général, c'est le match de paillettes, que ce soit en bien ou en mal. En bien pour le 2-1, en mal pour le 1 partout, avec son rouge. Ok, allez, le jeu des pronos. Chacun votre pronostic. On commence avec toi, Nathalie. On va dire 2-1 pour Lyon. 2-1 pour Lyon, d'accord. Richard, 3-1 pour Lyon. l'optimisme est là. On continue avec toi, Flo. Je dirais 2-1 pour Marseille. 2-1 pour Marseille. Raph, Je vois une défaite 3. 3-1, d'accord. Florian, Moi, je vois Marseille être mené à la mi-temps et perdre à la fin du match. d'accord. Donc là, c'est la raison qui parle. Bon, moi, je vais dire un partout. C'est le cœur qui parle. Voilà. Allez, on passe au dossier de la semaine. Donc, cette semaine, on a décidé de se pencher sur les entraîneurs qu'il y a eu à l'Olympique de Marseille ces 30 dernières années, en les regroupant par 3 catégories, les entraîneurs français, les entraîneurs européens et sud-américains. Donc déjà, on va commencer avec toi, Nathalie. Sur les 30 dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'entraîneurs à l'OM. Eh ben écoute, on va dire qu'on aime le changement à l'OM. Sur 30 ans, une trentaine de coachs. Donc, tu as quand même 14 Français, 12 Européens et 2 Sud-Américains avec Bielsa et Braga. Autant dire qu'on a aimé le changement. Ceux qui sont restés le plus longtemps en poste, c'est Garcia et AVB. Donc là, on est déjà sur un intérimaire avec Larguet. Et là, on attend l'arrivée de Sampaoli. Ok, on attend l'arrivée de Sampaoli. On va commencer déjà à parler des entraîneurs français qu'on a pu avoir sur les 30 dernières années. Flo, il y a 3 entraîneurs français qui t'ont vraiment marqué sur ces 30 dernières années. Ouais, pour moi, c'est les 3 meilleurs. C'est les meilleurs entraîneurs francophones de l'OM ces 30 dernières années. Je vais expliquer pourquoi. D'abord, il y a Courbis. Si on regarde au niveau des stats, il a fait 111 matchs, 48% de victoire, avec Jacques Bail d'ailleurs qu'on avait reçu récemment. Voilà, c'est vraiment. Je pense qu'il a marqué l'OM, il a marqué les joueurs aussi. Il a quand même fait une finale en 99 face à Parme. Bon, défaite un peu malheureuse, on va dire, mais franchement, je trouve que cet entraîneur, on n'en parle pas assez ou j'en entends pas assez justement. Mais c'est vraiment un entraîneur qui a beaucoup marqué l'OM, qui a beaucoup aidé, je pense, aussi sur l'après-tapis. Ok, donc Roland Courbis, après Didier Deschamps. Exactement, Didier Deschamps, palmarès, on va dire. Championnat en 2010, Coupe de France en 2010, Coupe de la Ligue aussi, Trophée des Champions, enfin j'en oublie. 163 matchs, je crois que c'est celui qui en a fait le plus ces 20 dernières années. 49% de victoire, presque 50%. Voilà, Didier Deschamps, il a su faire d'un effectif qui était en soi, moi je le trouvais pas super. Voilà, il y a juste finalement comme en équipe de France, sa marque de fabrique, c'est il arrive à construire un groupe, tout le monde s'entend bien et finalement c'est comme ça que tu gagnes. Et c'est pour ça, moi, c'est un entraîneur qui m'a vraiment bien marqué, que ce soit du coup avec l'équipe de France ou même avec l'OM. Je me souviens quand même que c'est les premiers titres que j'ai vécus. Je suis né en 2001, donc c'est les premiers titres que j'ai vécus. Je pense que je n'oublierai pas. Et puis l'équipe, quoi, elle m'a fait un peu rêver, surtout Mamadou Niang, quoi. Alors, c'est les premiers titres que tu as vécus, c'est également les derniers qu'on a connus avec un entraîneur à la tête de l'OM. Et le prochain que tu voulais nous parler, c'est un entraîneur qu'on va croiser dimanche soir, c'est Rudy Garcia. Exactement. Je pense qu'il y en a certains qui diront que Rudy Garcia, c'est l'un des pires entraîneurs de l'OM. Mais moi, j'ai un avis contradictoire. Je pense que quand même, il a pas mal aidé l'OM. C'était certes l'entraîneur de Jacques-Henri Hérault, de Franck McCourt. Mais voilà, quand on regarde, il a fait 142 matchs, il a fait 48% de victoire, il nous a amené en finale d'Europa League. À chaque fois du moment où il était sur le banc, il y avait on jouait l'Europe, on jouait l'Europa League. Certes, il y avait des parcours qui étaient un peu
compliqués, comme le dernier parcours qu'on a fait avec lui. Maintenant aussi, il ne faut pas oublier qu'on a fait une belle 4e place à 1 point du podium. Et cette saison, c'était super, quoi. Enfin, c'était une belle saison. Je pense que c'est le dernier entraîneur avec lequel on a pris du plaisir. Et je pense que le match qui fait référence un peu à ses matchs qu'il a entraîné, c'est celui de Leipzig. C'est un truc de fou, la ferveur dans le stade qui nous manque en ce moment, plus les joueurs qui s'étaient transcendés. Enfin, c'était magnifique. Je crois que j'en ai pleuré de ce match. J'étais tellement content. Donc, Alors, c'est une ferveur, comme tu dis, qui nous manque en ce moment. Richard, toi, tu vas nous parler de d'autres entraîneurs, des entraîneurs européens, avec certains avec qui on a connu également une grande ferveur. Donc, j'ai noté dans la liste des entraîneurs que tu vas nous parler qu'il y aura 2 Belges, un Espagnol, un Portugais et un Allemand. On va commencer par le Belge, l'un des Belges les plus célèbres qu'on a eu à l'Ouest. Oui, je vais vous citer les plus marquants dans le bon sens comme dans le mauvais. Effectivement, bon, on va citer le plus marquant de tous, celui qui nous a fait gagner la Ligue des Champions, c'est Raymond Goethals. On l'appelait Raymond la science parce que bon, Tapie a eu cette idée de génie de le faire venir. C'était vraiment un sorcier belge. Il avait une science footballistique hors du commun, tellement que Tapie l'appelait la nuit pour discuter avec lui des systèmes technico-tactiques qu'il voulait faire pour les matchs. Et voilà, bon, on a tout gagné avec lui entre 91 et 93. On a tout, la Coupe de France, le championnat et bien sûr la Ligue des Champions. Et on le remercie pour ça. Et on a été très triste quand il est parti. C'est le seul, malheureusement, qui finira champion d'Europe. Et juste derrière lui, ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'il recrute Beckenbauer. Non, avant lui, il y avait eu Beckenbauer dans les années 90-91. Et pour autant, c'était un grand joueur, un grand monsieur, et totalement inadapté. Je pense que c'était la rigueur allemande qui était peut-être pas adaptée au beau jeu de l'OM à l'époque. Mais il n'y arrivait pas. Et voilà, donc il est resté quelques mois et après, il a été débarqué un petit peu plus tard. Alors ensuite, bien plus tard, entre 2007 et 2009, il y a un personnage qui est encore belge et qui a vraiment satisfait tout Marseille. Et il était très aimé, c'était Eric Gerets, qui nous a amené d'ailleurs à la 3e place et nous a qualifié pour la Ligue des Champions entre 2007 et 2009. Voilà, donc ce qui s'est passé avec Gerets, c'est qu'il y avait Pape Diouf. Et Pape Diouf et lui ont tissé une relation qui était vraiment extraordinaire jusqu'à devenir de grands amis. Et voilà, comme Goethals, il sera très apprécié. Il n'aura pas les mêmes résultats, il n'avait pas les mêmes joueurs aussi. Mais il laissera un souvenir inoubliable de son passage à l'OM. Et comme je vous l'ai dit, il nous amènera quand même à la 3e place. On regrette beaucoup Eric Gerets. On aimerait bien avoir des entraîneurs comme lui aujourd'hui. Alors aussi, entre 2015 et 2016, là, on va avoir un personnage vraiment atypique qui est pourtant est un personnage qui est dans le beau jeu, puisque c'était un Espagnol et ça a été l'un des meilleurs joueurs espagnols. Il a été 3e aide-moi, au soulier d'or. Donc, et voilà, donc c'est Mitchell, bien entendu. C'est un très gros échec qu'aujourd'hui, personne ne s'explique encore à ce jour. Et voilà, donc en plus, il succède à Bielsa. Donc, pour lui, ça a été très difficile parce que Bielsa, tout Marseille l'a adoré. Et lui, il a eu des résultats vraiment qui valaient rien à l'époque. Et voilà. Et pourtant, il avait un apport technique. C'était un technicien. Au sein de l'équipe qu'il y avait à l'époque, ça n'a pas pris. On a trouvé dommage parce qu'on aimait bien Mitchell. Ensuite, je vais passer à nos jours, bien sûr, puisqu'on a eu AVB, qui au début nous a tous enchantés. On était très heureux de l'avoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était tous au Pickwick, au bar ensemble, en train de regarder ce match contre le Paris Saint-Germain qui a fait qu'on a tous adoré AVB.
Et malheureusement, tous ces espoirs, après une qualification en Ligue des Champions, qui est un peu tiré par les cheveux parce que c'est en pleine période de Covid. La saison est arrêtée avant, donc on a dit des présidents comme Ola s'étaient très énervés parce que ils ont trouvé ça injuste. Et c'est vrai que c'est tiré par les cheveux parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé à la suite du championnat. Mais bon, on a quand même été satisfait de lui et très content. Son problème, c'est qu'il va s'entêter avec son fameux 4-3-3 et Payet sur un côté, alors que Payet est un numéro 10. Et voilà, donc finalement, il finira plutôt mal sa campagne, comme vous le savez. C'est dans l'actualité actuelle. Et voilà, il a un geste très élégant en partant sans demander d'indemnité. Derrière, il se passe ce qui se passe. On n'a pas trop bien compris, mais malheureusement, et finalement, au bout du compte, quand on regarde bien, il a fait cette erreur de tactique qui a été très, très problématique pour lui et qui l'a amené finalement là où ça l'a amené. Voilà. Ok. Et... Merci à toi, Richard, pour cette historique des entraîneurs européens. Donc, comme vous le savez, on voyage toujours dans l'OM Talking Geneva. Et là, on va aller en Amérique du Sud avec toi, Raph. Alors, il y a un peu moins de références d'entraîneurs avec cette origine. Bah, depuis 30 ans, il n'y a que 2 références. Alors après, si on prend un contexte un peu plus large, depuis la création de l'OM, il y a eu 4 entraîneurs au total. Il y en a eu 2 Brésiliens, donc Otto Gloria et Abel Braga, un Chilien, Fernando Riera, et un Argentin, le fameux El Loco, Marcelo Bielsa. Un point commun se dégage de tous ces coachs. Ils sont tous restés moins d'un an. Enfin, pardon. Ils sont tous restés sur le court terme. Bielsa qui a fait une saison et un match. Les autres sont même restés que quelques mois, même pas une saison entière. Mais tout le monde est un peu choqué que les entraîneurs sud-américains restent que quelques mois, mais c'est une particularité de ces entraîneurs-là. Il y a quelques entraîneurs, alors bien sûr, l'exception, c'est Diego Simeone à l'Atlético, qui reste des années et des années. Mais en général, ces entraîneurs sont des entraîneurs qui restent généralement une saison, parce qu'ils sont à peu près tous habitués au championnat brésilien, donc ils restent une saison là-bas. C'est quelque chose de très traditionnel au Brésil, hein. Les entraîneurs ne restent qu'une saison. En revanche, on voit vraiment qu'il n'y a pas vraiment de profil type qui se dégage. Ce n'est pas les mêmes personnes, mais après, c'est normal puisqu'on n'a pas assez d'éléments pour vraiment tout contextualiser. Les seules choses qu'on peut retenir, c'est peut-être l'envie qu'ils donnent, un peu d'originalité dans le jeu, parce qu'ils viennent tous d'Amérique du Sud. Et puis, en Amérique du Sud, ce n'est pas le même style de jeu. On est beaucoup plus porté sur l'attaque. On est plus dans le fait de donner des émotions plutôt que d'être un peu plus pragmatique, comme peuvent l'être les Européens, qui sont de très bons coachs. Mais moi, c'est ce qui me plaît vraiment dans ces coachs sud-américains, c'est le côté passion qu'ils amènent. Le fait de se dire, bah, écoutez, on joue le match. Et comme l'a dit Richard tout à l'heure, le football, le but, c'est de marquer plus que l'autre. Et j'aime bien cette idée de, voilà, ça, c'est la mentalité sud-américaine. Si on gagne 6-5, je préfère gagner 6-5 que gagner 1-0. Alors après, certains diront, oui, la différence de but, c'est pas ouf. Mais enfin, si tu gagnes 6-5, tes spectateurs, ils sont super contents. Et il y a aussi ce fait que moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez dérangeant, notamment en France, c'est qu'ils ne sont pas tellement appréciés en France, les coachs sud-américains. Vous voyez, par exemple, Pochettino, il est tout de suite catégorisé d'une certaine manière. Ah, on ne sait pas tout de suite ce qu'il va faire. Bielsa, il y a beaucoup de gens qui ont émis des réserves par rapport à lui. Et maintenant qu'il est en Angleterre, qu'il fait de superbes choses à Leeds, tout le monde s'extasie. Donc, je pense qu'on devrait plus apprécier ces coachs sud-américains. Et comme ça pourrait en amener d'autres à venir, parce qu'il existe un vivier énorme d'entraîneurs sud-américains qui ont tous le sang chaud, comme on a pu le voir le week-end dernier avec Sampaoli qui a fini expulsé du match et qui a regardé la fin du match, agrippé à des tribunes comme un supporter. Donc moi, personnellement, j'attends que ça à l'OM, des coachs qui sont à fond sur le terrain, qui limitent, s'il y a une contre-attaque, c'est eux qui vont tacler comme dernier défenseur. Donc moi, c'est des coachs comme ça dont j'ai envie. Ok, merci Raph. Alors Florian, tout ce parcours nous amène à nous interroger du coup sur Sampaoli.
tu nous as beaucoup rappelé au cours de cette émission que c'était un entraîneur qui pouvait apporter une certaine grinta. Est-ce que tu penses aussi également au final qu'on peut espérer construire, je vais te dire, sur le pas long terme, mais au moins sur le moyen terme avec lui, une à deux saisons peut-être, est-ce que tu penses qu'on peut construire un petit peu avec cet entraîneur? Bah, là, j'essaie de me fier par rapport aux statistiques que Raph a données. Donc, s'il reste qu'un an, ça va être difficile de vraiment essayer de construire quelque chose. Pour moi, quand je parle de construire chez un entraîneur, c'est quelque chose avec du long terme. Des entraîneurs qui vont rester 2, 3 ans, ce qui se fait rare maintenant, hein. C'est pas tous les entraîneurs qui restent comme ça. Mais si là, il reprend son poste au mois de mars, plus l'année d'après, et qu'en plus, il obtient des résultats, il pourrait probablement rester un peu plus longtemps et avoir une construction, enfin avoir quelque chose établi avec l'OM et construire quelque chose avec son effectif, grandir avec. Alors c'est quelque chose qui se fait rare, surtout à l'OM, comme Nathalie nous l'a dit tout à l'heure. Euh, On parle beaucoup de la comparaison Sampaoli-Bielsa. Est-ce que tu penses que l'amour qu'il y avait pour Bielsa de la part des supporters de l'OM, c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec Sampaoli, cet amour, cette passion, cette fusion qu'il y avait entre un entraîneur et ses supporters? Ouais, totalement. Ça reste un entraîneur qui est totalement engagé, qui vit, qui est passionné. Et je pense que c'est un entraîneur comme ça qu'il faut un peu à l'OM. Donc la passion, le club, c'est des choses qui sont appréciées par les supporters. Et je pense que ouais, ça peut être bien. Et tu penses que c'est un entraîneur qui peut arriver dans un contexte difficile comme l'OM, c'est un entraîneur qui a les moyens de réussir? Ouais, il a l'air d'avoir un sacré caractère. Donc je pense qu'il a des épaules solides pour endosser ce rôle-là actuellement. Ok. Alors un dernier point avec Raph. Oui, c'est juste pour rebondir. Moi, j'entends beaucoup les gens parler de disciples de Bielsa. Et il y a quelques temps, quand Bielsa était en France, tout le monde disait: Ah, mais Bielsa, il reste pas longtemps. Je tiens juste à signaler que Bielsa est depuis maintenant 3 ans à Leeds, qu'il a connu des échecs aussi, mais beaucoup de succès. Donc, c'est pour ça que, voilà. Après, Sampaoli, il faut aussi faire attention. Tout le monde dit que c'est un disciple de Bielsa sur l'aspect psychologique et l'approche des joueurs. Mais il est un peu moins fermé que Bielsa. Bielsa, bien sûr, on le met à part. C'est quelqu'un d'exceptionnel sur son approche. Mais il est un peu plus ouvert. Il s'adapte un peu plus aux équipes adverses. Donc, je pense vraiment que ça peut potentiellement marcher. Et comme l'a dit Florian, si à la fin de la saison prochaine, il a des résultats, à mon avis, il peut rester. Ok. Alors le dernier mot avec Richard et on enchaîne. Moi, je voudrais dire que, je le répète, je voudrais donner une note d'humour là-dessus, sur Sampaoli. Je voudrais dire, Monsieur Sampaoli, j'espère que vous ne serez pas largué. C'est tout. Voilà, celle-là, il fallait aller la chercher. Merci Richard. On va passer aux questions. C'était pas prévu. On va passer aux questions pour notre invité, pour toi, Florian. Alors, on va commencer avec Flo, ta question pour Florian. Tu nous as donné ton prono, mais est-ce que tu peux nous mettre un buteur? Comme tes pronostiqueurs, tu pourrais nous donner un buteur qui va certainement marquer, qui a des chances de marquer. C'est lequel? Je dirais Memphis Depay, qui tire les coups francs, qui peut tirer les pénaltys, qui joue également en attaque. Il a beaucoup plus de chances de marquer que d'autres joueurs. On connaît du coup le ticket de Flo pour le dimanche soir. Rafa, toi, s'il te plaît. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu trouves que le monde du pronostic a changé radicalement depuis ces dernières années? Totalement. C'est devenu un peu une mode. Tout le monde fait des bons tickets, tout le monde joue, des fois met une petite pièce histoire d'engager un match et de le pimenter. Et maintenant, ce milieu, il reste terni par des personnes qui ont rien à voir avec ce milieu, qui sont un peu des escrocs, des usurpateurs, ce qui fait que des personnes comme moi qui restent honnêtes dans mon domaine, qui vivent de cette activité-là, on est tous les jours obligés de se justifier de notre activité, justifier un peu de notre identité et de mettre les personnes dans les meilleures conditions. Donc effectivement, ce milieu, il est terni depuis quelques années. Nathalie, ta question, s'il te plaît. Moi, je me demande juste comment on devient parieur professionnel. Comment on en arrive là? J'ai toujours grandi un peu dans un monde de paris. Je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais avec mon père au loto sportif. Il me faisait faire une grille au cas où je gagnais 1 million ou autre, tu vois. Et donc, du coup, j'ai toujours joué. Déjà, d'une, pour pimenter le match que je regarde.
Et par la suite, des gros gains ont fait que je les ai montrés sur internet. Ça a commencé à faire une petite communauté et maintenant je commence à être suivi par plusieurs personnes et maintenant j'arrive à vivre de cette activité. Ok. Richard, à toi, s'il te plaît. Ben, moi, je voudrais tout simplement savoir, Florian, le plus gros gain que tu as vu. Bah, c'était un gain. Fais-nous rêver. C'est pas un gros rêve, hein. J'essaye pas des grosses cotes. Pour moi, les grosses cotes, statistiquement, ils ont beaucoup moins de chances de passer, que des cotes très sûres, des cotes à 2 ou 3, qui concernent qu'un seul match. Mais une fois, j'ai fait un gros combiné, au tennis et j'ai mis une grosse pièce et j'ai gagné 2 500 €. Voilà. Après, moi, je suis plus basé sur des gains réguliers que de jouer sur une seule fois un gros gain et de vivre dessus et de le dilapider en essayant toujours de jouer des grosses cotes. Florian, on peut vraiment se faire un salaire à la fin du mois avec ça, rien qu'avec ça? Oui, il faut faire un salaire. On peut faire un salaire, mais après, il faut être méticuleux sur les mises que tu vas opter sur chacun des pronos. On va pas pouvoir jouer. En fait, si tu as l'appât du gain, tu vas pas pouvoir vivre de ces choses-là. Il va falloir bien Ouais, gérer ouais. ton argent, bien gérer la somme que tu vas dédier au paris sportif et faire très attention à celle-ci. Mhm. Ok. Merci. Alors, on a parlé de paris sportifs, Florian. Moi, je voudrais parler un peu de l'analyste sportif que tu es. Est-ce que tu regrettes peut-être qu'il n'y ait pas assez d'analystes sportifs aux côtés des entraîneurs? Peut-être qu'il y a encore des entraîneurs qui sont un peu bloqués au fait d'avoir un analyste avec eux qui analyse tous les matchs à la vidéo, etc. On sait que Sampaoli devrait arriver avec quelqu'un comme ça. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas encore assez d'entraîneurs qui utilisent cette méthode? Ouais, il y a pas assez d'entraîneurs qui utilisent cette méthode. Après, je pense que c'est pas quelque chose enfin, c'est quelque chose qui a éclos dans plusieurs sports, que tu regardes dans la NFL, dans le basket ou autre. Après, dans le foot, ça se démocratise énormément et je pense que par la suite, bah, il y a beaucoup d'entraîneurs qui se font appuyer par des analystes, des conseillers et des choses comme ça, ouais, tout à fait. Ok. Eh ben, écoute, Florian, on te remercie d'avoir été avec nous ce soir. Notre émission touche à sa fin. Donc, c'est un plaisir de te recevoir. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent te suivre sur Instagram et Snapchat. Et merci donc à toi d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe du Talk et merci surtout à vous de nous suivre chaque semaine. Et puis, on vous dit à bientôt et allez l'OM surtout pour dimanche soir. Salut, bye bye.